En retrouvant certaines archives du football européen, je me suis rappelé que le dernier carré de l'Euro 1960 ressemblait à ça. France, URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, un dernier carré pour l'histoire, le premier de l'Euro, mais qui ne pourrait plus exister aujourd'hui puisque 3 des 4 pays de ces demi-finales ont disparu. À quoi ressembleraient les équipes de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie en 2023? C'est le sujet du jour, générique. Salut tout le monde, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena Foot pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que tout va pour le mieux pour vous et je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de vidéo foot fiction, alter football, qui dresserait l'effectif des équipes de Yougoslavie, Tchécoslovaquie et URSS en 2023. Attention, c'est pas un 11 all-time. Alors ne pensez pas que je fais cette vidéo en tant que nostalgique de ces pays, loin de moi cette idée, même s'il existe en effet des relents nostalgiques, c'est pas pour rien qu'on parle de Yougo-nostalgie par exemple. Je trouvais qu'il y avait deux raisons extrêmement intéressantes pour faire cette vidéo. D'abord, les pays issus de l'implosion de ces trois anciens États ont à l'heure actuelle des belles générations d'excellents joueurs, ce qui n'a pas toujours été le cas au XXIe siècle. Et ensuite, on a affaire à trois équipes historiques du continent européen, on va le voir, et mine de rien, qui ont existé jusqu'au début des années 90, qui à l'échelle de l'histoire ne remonte pas à très loin. D'ailleurs, je sais que certains qui regardent la chaîne ont connu ces pays, donc on peut s'interroger sur ce que seraient devenues ces nations de football, ces grandes nations de sport. Je vous proposerai donc un petit rappel historique, sportif et géographique, une revue d'effectifs et mon 11 en 2023. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien, pour le référencement, à commenter ici, comme ça je vous connais ou reconnais pour certains, et puis abonnez-vous bien évidemment pour ne rien manquer sur la chaîne. Vous êtes presque 60% à regarder les vidéos, mais ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup. On est parti. Et débutons par la Tchécoslovaquie, dont l'équipe a été dissoute en 1993. La Tchécoslovaquie, c'était quoi? Eh bien, c'est cet État qui a perduré plus ou moins de 1918 à 1992 et qui était composé de deux pays, logiquement, la Tchéquie, la République tchèque, et la Slovaquie. Ce qu'il faut savoir avec ces trois États qu'on va voir dans la vidéo, c'est qu'on est dans un contexte de fin de guerre froide, effondrement du communisme en Europe et implosion de ces États plurinationaux. La Tchécoslovaquie va connaître une fin en douceur malgré des nationalismes présents, pas de conflit, pas de mort, puisque la Slovaquie et la République tchèque se séparent à l'amiable à la suite d'un commun accord dans la nuit du 31 décembre 1992. En ce qui nous concerne, la Tchécoslovaquie est un grand pays de football titré puisque l'équipe d'Ante Mladinic remporte l'Euro en 1976 face à l'Allemagne de l'Ouest sur le tir au but de Panenka qui donnera son nom à ce geste technique légendaire. C'est une équipe qui fera aussi une demi-finale d'Euro en 1960, on en a parlé, et en Coupe du Monde, c'est une des équipes qui a perdu au moins en finale 2 fois, en 1934 puis en 1962 contre le Brésil. À cela s'ajoutent 2 quarts de finale en 1938 et 1990. Bref, une nation historique du foot européen et mondial qui aura à jamais ce nom inscrit en 1976 et cette épopée folle où les Tchécoslovaques éliminent notamment les Pays-Bas de Johan Cruyff. Alors actuellement, 30 ans en pile après sa dissolution, à quoi ressemblerait l'équipe tchécoslovaque? Je suis parti sur un 4-3-3 offensif avec au but Pavlenka, le gardien actuel de la Tchéquie. J'ai hésité avec d'autres noms comme Rodak ou Dubravka, mais lui est titulaire avec son club du Werder, assez bon, donc j'ai mis. Défense centrale super solide, 100% slovaque. Skriniar, bien sûr, le futur joueur du PSG, qui est un rock, un monstre, qui manque pas forcément à l'Inter sur cette fin de saison, mais qui est un vrai guerrier et un super joueur. Et puis à côté de lui, son compatriote slovaque, David Hanko, joueur du Feyenoord, très très bon cette saison avec les champions des Pays-Bas. Il a joué tous les matchs de la saison, que ce soit en Europe ou en championnat. Il peut aussi jouer à gauche, mais je l'ai mis dans l'axe. Et il est dans la continuité de ce qu'il faisait en Fortuna Liga, le championnat tchèque, en constante progression. Il vient solidifier l'axe de la défense. Mes latéraux sont tchèques, Koufal à droite et Jurasek à gauche. Je pense que je pouvais difficilement trouver mieux, peut-être des postes avec un peu plus de faiblesse. Au milieu de terrain, en revanche, mes milieux centraux sont de très grande qualité. Soucek de West Ham, très bon joueur, pas sa saison individuelle la plus intéressante, mais il a un rôle très important pour la sélection, c'est un élément central. Il va être épaulé par Lobotka, qui a fait une année remarquable, patron du milieu du Napoli, discret mais efficace. Sans lui, Naples, c'est autre chose. Il est technique, rapide, lucide, vraie belle saison du milieu slovaque. Ce sont mes deux milieux centraux, défensifs, récupérateurs, beaucoup d'efforts à eux deux. Je mets devant eux, en milieu offensif, celui qui a envoyé la Fiorentina en finale de Conference League, Barak, un joueur que je trouve intéressant, bon pied gauche, capable de distribuer des bons ballons, de se projeter, de marquer aussi beaucoup de buts. Ça avait d'ailleurs bien fonctionné sous Tudor avec l'Hellas Vérone.
C'est un joueur qui me paraît assez utile dans cette composition. Malheureusement, le front offensif est un peu déséquilibré puisqu'il n'y a que des Tchèques. À droite, j'ai mis le jeune Chavanchara, il me semble que ça se prononce comme ça. Il a déjà joué à ce poste avec la sélection, il avait marqué d'ailleurs contre la Pologne. Et je le trouve plutôt bon, de belles stats avec 12 buts en 23 matchs cette année en championnat tchèque. Et puis il n'a que 22 ans. De l'autre côté, encore un jeune tchèque, lui aussi est plus axial mais il joue quelques fois à ce poste. Sadam Olzek du Bayer Leverkusen, un jeune talent, une pépite, un des grands frissons d'avenir de la Tchéquie. C'est un joueur qui a largement sa place sur ce front offensif. 5 buts et 4 passes décisives en Bundes pour lui cette saison, souvent utilisé. Je termine par son collègue du même club, Patrick Schick en pointe. C'est un attaquant que j'apprécie, qui a beaucoup progressé depuis son arrivée en Allemagne, mais cette saison il a subi quelques blessures, il a peu joué. Il n'empêche que c'est un attaquant de qualité, un mec qui a inscrit 20 buts en 35 sélections, donc performant en équipe nationale. Voilà mon 11 tchécoslovaque 2023. Faites-moi part de vos avis, impressions critiques. Sur le banc, on peut retrouver Kral, Yankto, Duda, Kushka, Weiss ou Benech. Peut-être un léger manque de solutions en attaque et peut-être quelques interrogations sur le gardien et les latéraux. Mais sinon, je pense que c'est une équipe plutôt correcte, un peu déséquilibrée certes, avec seulement 3 Slovaques pour 8 Tchèques, mais une équipe qui serait régulièrement à l'Euro, peut-être au Mondial aussi, ce que les deux sélections n'ont pas fait depuis 2006 pour la République tchèque, 2010 pour la Slovaquie. Deuxième pays de la vidéo, deuxième équipe, la Yougoslavie. Pour le coup, la Yougoslavie, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, que ce soit pour la vidéo géopolitique de la Coupe du Monde, ultra et politique sur les Bad Blue Boys, les tifos, les rivalités des sélections nationales. Bref, si vous me connaissez, si vous suivez les vidéos, vous savez que c'est une région du monde qui me passionne et qui est super intéressante tant au niveau footballistique qu'historique et politique. Il y avait 6 pays au sein de la Yougoslavie, celle qui a perduré jusqu'en 92, la Bosnie, la Croatie, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro et la Slovénie. Je ne parle pas du Kosovo car il n'était pas une république yougoslave à l'époque, mais une province autonome serbe, même si aujourd'hui il est indépendant. Donc je vais respecter cette réalité historique dans cette vidéo qui en respecte pourtant peu. Mais voilà, il y a bien évidemment des super joueurs au Kosovo qu'on aurait pu mettre comme Ramani, Zergrova, Rashica, etc. L'équipe de foot yougoslave, à l'image de son état communiste, est une équipe qui est pluriethnique, multinationale. Il y a donc des Croates, des Serbes, des Monténégrins qui revêtent la tunique bleue. Et c'est une équipe qui est assez douée, très forte sur plusieurs aspects. D'abord, ces clubs qui sont historiques à l'échelle européenne, le Hajduk, le Dinamo Zagreb, le Partizan et bien sûr l'Étoile Rouge de Belgrade qui va gagner la Ligue des Champions des années 90. C'est aussi une équipe très forte dans ces années-là qui fera un quart de finale de Coupe du Monde en Italie, peut-être au pire moment de l'histoire politique de l'État, qui fera également 2 demi-finales du Mondial en 1930 et 1962, 2 finales de l'Euro en 1960, 1968 et une demi-finale en 1976. Bref, nous avons une équipe qui est sur le premier plan en Europe et Robert Pires résumait très bien cette idée-là dans une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours sur le FC Metz où il disait que les Yougoslaves des années 80-90, c'est des joueurs techniques qu'on appelait les Brésiliens d'Europe. Donc beaucoup de qualité tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais si on peut résumer à 2 périodes, il y a clairement les années 60 et ensuite les années 80-90. A l'inverse de la Tchécoslovaquie et de son divorce de velours, la Yougoslavie éclate dans un premier temps dans les années 91-92 de façon violente, avec, après l'indépendance de 4 pays, l'apparition de conflits meurtriers en Bosnie ou en Croatie. C'est la fin de l'équipe nationale yougoslave, comme on l'entendait, même si le Monténégro va rester dans le même état que la Serbie pendant un moment. Voilà pour le point un peu historique. Maintenant, parlons de l'aspect sportif. Il y a un pays qui a réussi plus que d'autres à performer au niveau du football de sélection, c'est la Croatie, bien sûr, qui a fait une finale de Coupe du Monde et 2 autres demi-finales, et qui est de loin la sélection balkanique la plus régulière. Alors, pour le 11 que j'ai concocté, j'ai choisi cette fois un 3-5-2, et je me suis imposé cette fois-ci plusieurs contraintes. D'abord, il doit y avoir au moins un joueur de la nationalité des républiques yougoslaves. Donc il y a au moins un Croate, un Serbe, un Bosnien, un Macédonien, un Monténégrin et un Slovène. Deuxième contrainte, il faut qu'ils soient assez bien répartis, c'est-à-dire que mes 2 attaquants ne peuvent pas être serbes, par exemple. Même s'il y a ces quelques contraintes, vous allez voir qu'on a un sacré 11 de départ. On commence par le but, et là il y a peu de suspense, peu de débat. J'ai choisi Jan Oblak au but. Voilà, pas de contestation tant le gardien slovène est régulier ces dernières années, dans les meilleurs gardiens du monde. Ma défense à 3 ensuite, et j'ai voulu mettre 3 nationalités différentes, un Croate, un Serbe et un Bosnien. Gvardiol d'abord, un jeune joueur que j'adore, physique, rapide, bon relanceur également, on en avait parlé sur la chaîne. Belle qualité de pied gauche, un vrai défenseur moderne. Je l'accompagne de Pavlovic, le Serbe qui a fait un superbe mondial. Lui aussi est jeune, il tient la baraque à Salzbourg, mais nul doute qu'il va connaître un plus gros club dans les prochaines années. C'est déjà un joueur qui voyage beaucoup. Et puis le Bosnien, ex-bordelais, Ahmed Odic, qui a réalisé une superbe saison avec Sheffield. Plutôt complet également, qui se projette, qui sait marquer, qui sait relancer. Une défense dynamique, robuste, technique, un peu plus de 22 ans de moyenne d'âge. C'est vraiment pas mal. Les pistons ensuite,
Je choisis à gauche Filip Kostic, qui est un joueur que je trouve assez admirable parce qu'en plus d'avoir un pied gauche fantastique pour distribuer les centres, c'est quelqu'un qui joue à ce poste à la Juve en Serbie, qui enchaîne les efforts, les courses, qui rechigne pas devant le combat. Donc très bon joueur. Je mets Adam Maruzic de l'autre côté, un joueur monténégrin dans ce 11, mais pareil, un joueur avec de l'expérience qui est au plus haut niveau en Italie depuis quelques saisons, encore très souvent titulaire et à l'aise dans le couloir droit. On passe ensuite au milieu avec un milieu offensif et deux milieux centraux, on va dire, un Croate et un Serbe. Bien sûr que j'aurais pu mettre Kovacic, Brozovic, qui est un joueur tellement sous-coté que j'adore. Mais je ne pouvais pas oublier Luka Modric pour l'ensemble de son œuvre et surtout ce qu'il réalise encore à son âge en club et en sélection. Un leader technique, un patron, il est inamovible. À côté de lui, je mets un joueur qui m'a un peu déçu au mondial car j'en attendais plus. Même si c'est un joueur fantastique, c'est SMS. Sergej Milinkovic-Savic, il est plus physique, plus grand et son association avec Modric au milieu, elle pourrait être diabolique. On a là un milieu technique et adroit avec le ballon. Enfin, mon milieu offensif, j'ai choisi le Macédonien Elmas, que je trouve talentueux, qui manque peut-être encore de régularité et de grande performance, mais il s'est montré plus décisif cette saison. C'est un joueur qui percute bien et il peut être très bon derrière les deux attaquants. Il est encore jeune, donc il y a une belle marge de progression chez ce joueur. Enfin, mon duo offensif, je pars sur Dusan Vlahovic. Cette année, plus compliquée, certes. Petite crise de confiance, il est malheureusement pas aidé à la Juve, que ce soit par son entraîneur et ses choix tactiques. Mais on l'a vu sur quelques ballons, il lui faut pas grand chose sur certaines actions. Il est capable de faire beaucoup de différences, il est encore jeune. J'adore ce joueur et je suis persuadé que ça peut être un vrai bomber. Donc je le mets titulaire. Et puis après, j'avais pas envie de remettre un Serbe. On aurait pu penser à Mitrovic ou Jovic, Kramaric le Croate, pourquoi pas, le jeune Slovène Benjamin Sesko. Excellent pour être une alternative, mais je pars sur Edin Dzeko parce qu'il fait à son âge est une bonne saison, il a su être décisif dans certains grands matchs pour l'Inter et je pense que l'association offensive avec Vlahovic et Elmas en soutien peut être pas mal, donc je le mets dans le 11. Voilà à quoi cela ressemble, ce 3-5-2. Faites-moi part de vos avis. Bien sûr, c'est personnel. Mais voilà, j'ai respecté les contraintes fixées, assez équilibré. Toutes les nationalités de l'ancienne Yougoslavie sont présentes et je pense vraiment qu'on a un 11 compétitif et complet. Sur le banc, beaucoup de solutions. À la place d'Oblak, il y a Livakovic ou Milinkovic-Savic. En défense, Milenkovic de la Fiorentina. Šutalo, Kolasinac, Stanisic ou le Slovène Bijol. Juranovic aussi du côté droit. Au milieu, Kovacic, Brozovic, Lukic ou Krunic. Pasalic Tadic à la place d'Elmas et puis devant Jovic, Kramaric, Sesko ou Mitrovic. Bref, du très beau monde. Une belle profondeur de banc également, ce n'était pas forcément le cas pour la Tchécoslovaquie. Cette équipe yougoslave, en 2023, elle ferait probablement partie des gros outsiders à l'Euro, des équipes qu'on a envie de suivre. Je pense qu'il n'y aurait rien de choquant à ce que cette équipe décroche un dernier carré, parce qu'il y a beaucoup de qualité et probablement une équipe qui aurait brillé dans l'histoire du football en Yougoslavie. On termine enfin avec l'URSS, l'Union soviétique. Alors là, il n'y aura pas de contrainte dans le 11 parce qu'il y avait 15 pays au sein de l'URSS, donc je ne peux pas construire une équipe en fonction de cela. Mais l'URSS, c'était une entité immense composée de plusieurs pays qui allaient de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale en passant par le Caucase. Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lituanie, Lettonie, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. Un vaste ensemble géographique qui est connu dans l'histoire pour cette opposition idéologique au bloc de l'Ouest durant la guerre froide. En football, comme pour les précédents États, l'URSS est un pays avec une sacrée histoire puisque le pays a gagné le premier Euro de l'histoire, celui en 1960. C'était l'équipe où vous aviez l'araignée noire, Lev Yashin. En plus de ça, il y a 3 autres finales perdues en 1964, 1972 et 1988. Et en Coupe du Monde, 3 quarts de finale entre 1958 et 1970 et une demi-finale en 1966. Bref, on a là, une fois de plus, une grande nation du continent européen au XXe siècle qui a disputé 4 finales d'Euro. En 2023, à quoi ressemblerait cette équipe? Là encore, j'ai choisi un 4-3-3, mais légèrement différent dans le positionnement du milieu de terrain. Si on a lié les succès soviétiques au succès russe à la suite de la chute de l'URSS, aujourd'hui, on a de belles générations dans d'autres pays et beaucoup de talent. Dans les buts, j'hésitais entre 2 gardiens. J'aurais pu mettre le jeune Troubin du Shakhtar Donetsk, mais je vais partir sur un autre jeune gardien, un géorgien, Mamadashvili. Vraie satisfaction du côté de Valence dans cette saison sombre. Il a encore fait un match de fou contre le Real Madrid ce week-end. C'est un vrai joueur d'avenir, le présent et futur de sa sélection. Il incarne aussi cet élan géorgien prometteur. Devant lui, je pars sur une défense axiale ukrainienne et plutôt jeune, une défense qui sera probablement celle de la Sbirna pendant quelques temps. Matvienko, qui commence à être indéboulonnable pour les jaunes et bleus, 55 sélections, une très bonne saison avec le Shakhtar, titulaire indiscutable. Et à côté de lui, son jeune compatriote prometteur, Ilya Zabarny, 20 ans, mais déjà plus de 20 sélections avec l'Ukraine. Il joue en première ligue à Bournemouth, il est arrivé très récemment en début d'année 2023. Il a peu joué car il était blessé un temps à la malléole,
mais il va certainement progresser, grandir encore en PL et c'est un vrai joueur d'avenir. Sur les côtés, j'ai mis logiquement un troisième Ukrainien à gauche, c'est le meilleur réservoir à ce poste parce que si tu mets pas Mykolenko d'Everton, on peut opter pour Zinchenko, un joueur plein de belles valeurs, technique, courageux, combatif. Alors avec l'Ukraine, il joue pas latéral, mais dans ce 11-là, je le mets à gauche. Et à droite, je pars sur un Russe du Zénith, Vyacheslav Karavayev, 28 ans, joueur régulier du Zénith dans la force de l'âge avec peut-être plus d'expérience que d'autres jeunes et un des meilleurs Russes à ce poste. On passe au milieu de terrain, 2 milieux centraux et une sentinelle et j'ai voulu prendre un milieu établi avec de l'expérience et de la qualité. J'ai choisi Stepanenko du Shakhtar pour être devant la défense. Il sera accompagné de 2 joueurs de grande qualité, bien évidemment, le Russe Golovin, technique, intelligent sur le terrain, auteur de 8 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison avec Monaco. Et l'Arménien Mkhitaryan, qui est un joueur qui se donne à fond pour le collectif, capable de se projeter, de défendre et auteur d'une très jolie saison individuelle. Un bon milieu de terrain qui allie pas mal de qualités. Le secteur offensif, enfin, avec sans grande surprise, en ailier gauche, Gvisha Kvaratskhelia, le Géorgien, a été un vrai monstre cette saison. C'est l'éclosion. J'espère vraiment qu'il pourra maintenir un tel niveau de performance, surtout avec l'Euro qui approche. Ce serait super de le voir. Et de l'autre côté, c'est pas vraiment son poste, mais il a joué quelques fois. C'est l'Ukrainien Mudryk de Chelsea. Il n'a pas épaté depuis son arrivée en Angleterre, mais ça reste une pépite, un joueur prometteur et une des grandes attractions de l'AS Birna. Et enfin, l'avant-centre, on aurait pu penser à Yaremchuk. Il y a quelques années, on aurait pu aussi mettre un Dziuba. Mais j'ai choisi une révélation cette saison. Si vous avez suivi la Ligue 2, le Géorgien Georges Mikotadze. Alors pour le coup, Mikotadze, c'est clairement pas un joueur de niveau Ligue 2. Il ferait du bien à une grande partie du top 10 de la Ligue 1. C'est un super joueur, meilleur buteur de Ligue 2. Et une fois de plus, il s'inscrit dans ce beau vivier géorgien qui regorge de talent. 22 ans aussi pour lui. Voilà à quoi ressemblerait en 2023 un potentiel 11 de l'Union soviétique. Plutôt bien réparti avec 2 Russes, 3 Géorgiens, un Arménien, 5 Ukrainiens. Pas de joueurs d'Asie centrale pour le moment, pas d'Ouzbek, de Kazakh ou de Tadjik. Désolé Kylian, le spécialiste du foot asiatique sur Twitter et YouTube. Mais clairement, on a aussi des jeunes pousses et promesses qui arrivent de ces pays-là également. Alors, sur le banc, une fois de plus, un très bon Géorgien sur les ailes. Zuriko Davitashvili, les Girondins de Bordeaux, c'est fort également. Tsigankov pour suppléer Mudryk, Chaparenko, Malinovski, Miranchuk, Yaremchuk au milieu ou en attaque. Le jeune russe Arsen Zakarian, né en 2003, je ne le connaissais pas mais apparemment sacrée pépite offensive à surveiller. Et puis au but, comme je l'ai dit, il y a du réservoir. Peut-être des limites avec la défense centrale et le poste de latéral droit qui manque d'alternatives. Conclusion de ces 3-11, de belles équipes, des bons ou très bons joueurs chez ces 3 sélections alternatives. À titre personnel, je suis impressionné par le réservoir qu'a la Yougoslavie. C'est assez épatant, franchement, équipe très belle sur le papier. Et par rapport aux autres, c'est aussi une équipe qui aurait une équipe B, C, beaucoup plus compétitive que celle de la Tchécoslovaquie ou de l'URSS. Bien évidemment, les copains, partagez sans hésiter vos avis. Quel 11 préférez-vous? Quel est le plus fort, le plus faible? Quel joueur aurez-vous mis? Écrivez-moi ça en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. C'était une projection foot fiction, mais je trouvais le concept plutôt sympa. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, comme je vous l'ai dit les amis, ça me va droit au cœur. Un petit like gratuit pour le référencement. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!